مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا واسلافنا خلاو باش نفتخر روحنا ولحفاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La naissance du premier État dans le Maghreb al-Aqsa a fait longtemps débat parmi les historiens. L'écriture de l'histoire par certains est toujours idéologique. Elle a un but bien précis, celui de nourrir le sentiment partisan d'appartenance à une nation supposée millénaire. Nous verrons que le personnage principal de cette histoire se déplace d'un bout à l'autre entre la légende fabriquée et le réel mal cerné. Nous allons dans un premier temps suivre l'histoire connue dans la légende populaire. En l'an 786 aura lieu la bataille de Fakhr, entre le califat abbasside et une rébellion menée par des descendants du prophète. L'un d'eux, Idriss ibn Abdullah, prépare ses troupes au combat non loin de La Mecque, ville abritant le premier lieu saint de l'islam. Les musulmans des premiers temps connaîtront une paix relative jusqu'à la mort du prophète. À partir de ce jour, les dissensions ne cesseront jamais. La légitimité de son successeur sera à la base de toutes les rébellions et de tous les assassinats politiques, donnant naissance à plusieurs groupes, dont les plus importants d'entre eux se revendiquent du sunnisme et du chiisme. La bataille est remportée par les Abbassides, qui capturent et exécutent tous les descendants du prophète ayant participé à cette révolte. Les heures d'Idriss ibn Abdullah sont comptées, il doit fuir au plus vite pour échapper au bain de sang. Pour cela, il sera aidé par un personnage à qui la légende ne donne que peu d'importance, son affranchi et fidèle ami, Rachid. Pour comprendre cette immense violence qui s'est emparée des musulmans, il faut remonter le temps lorsqu'en 622, le prophète fait l'annonce d'une nouvelle religion. À sa mort en 632, la dissension apparaît lorsque viendra le moment de sa succession. Ils sont 4 compagnons du prophète à se succéder les uns après les autres. 3 d'entre eux seront assassinés. Il s'agit de Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Ce premier régime politique aura pour nom Califat Rashidoun. À la mort de Ali ibn Abi Talib, le dernier calife Rashidoun, le califat se transforme en monarchie héréditaire, c'est-à-dire une dynastie qui se transmet le pouvoir de père en fils. À partir de là et ce jusqu'à nos jours, et sans exception aucune, tous les califats proclamés sont des monarchies héréditaires. Le califat omeyyade sera le premier d'entre eux. Le passage d'une dynastie à une autre se fait toujours en versant le sang et jamais dans le consensus. Le massacre des derniers omeyyades par leurs successeurs abbassides en est la parfaite illustration. Idriss ibn Abdullah doit partir en exil, mais il n'est le bienvenu dans aucun territoire contrôlé par les Abbassides. Il traverse l'Égypte avec son affranchi Rachid et cachent tous les deux leur véritable identité pour ne pas se faire capturer par le nouveau calife. Il traverse le désert mortel de Libye, dont beaucoup y laissent la vie par méconnaissance des chemins à parcourir. Malgré tous leurs efforts, les soldats du calife ont retrouvé leurs traces. D'après la légende, les soldats veulent lui faire payer son opposition à Haroun al-Rachid, le plus grand des califes abbassides. Ils arrivent en Ifriqiya, l'ancien nom de l'actuelle Tunisie, mais là encore, l'ombre du calife plane sur cette région. Les soldats ne sont pas les seuls à vouloir s'en prendre à Idriss et Rachid. Des brigands vont les traquer comme des proies pour leur prendre armes et chevaux. Arrivera-t-il à survivre de l'incertitude qui pèse sur sa vie ? Les 2 compagnons de route ont survécu au funeste destin qui leur était réservé. Ils arrivent sur la terre la plus à l'ouest du monde musulman et qui échappe pour l'instant à l'emprise abbasside. Ils ont entendu que c'est à partir de cette région que les peuples berbères ont suivi Tariq ibn Ziyad à la conquête d'Al-Andalus. Toujours selon la légende, ils atteindront tous les 2 Volubilis, une ancienne cité antique. Ils chercheront une tribu protectrice susceptible de les mettre à l'abri de la chasse à l'homme qui les menace depuis leur départ d'Arabie. Ensemble, ils se seraient présentés devant le chef de la tribu Hauraba. Ce dernier aurait entendu dire qu'Idriss faisait partie des descendants du prophète qui se sont rebellés contre le califat abbasside. Voyant son habileté à diriger une communauté, il lui accorde sa protection.
Les mois se sont écoulés et les deux compagnons ont trouvé leur place parmi les Berbères. Ils sont bien malgré eux témoins des conflits au sein de la tribu. Fatigué par cette situation, le chef propose alors à Idriss de devenir leur guide religieux. Et pour sceller son nouveau statut, il lui donnera en mariage la main de sa fille, Kenza. La légende proclame l'an 789 comme date de la naissance du premier État musulman dans le Maghreb al-Aqsa. Idriss rejette l'autorité abbasside et agrandit le territoire sous son contrôle au détriment de ces derniers, mettant Haroun al-Rachid dans une colère indescriptible. Le calife prendra une décision. Il est décidé qu'un émissaire devait se rendre auprès des Hawraba. Serait-ce le signe de la reconnaissance de la légitimité d'Idriss par Haroun al-Rachid? L'émissaire sera reçu avec tous les honneurs par les Hawraba, sans connaître plus en détail les raisons de sa venue. Il assistera à son tour aux querelles que se livrent les différentes factions sous le regard médusé d'Idriss ibn Abdullah, qui aurait préféré épargner de telles scènes à son hôte. L'islam était répandu au Maghreb avant l'arrivée des deux compagnons, mais certaines règles tribales continuaient de dicter la conduite de certains. En tant que guide de la communauté, Idriss avait le devoir d'ordonner certaines règles et de les mettre en pratique avec la population. En tant que juge de la communauté, il doit prendre les doléances et écouter les témoignages de chacun pour pouvoir rendre justice avec discernement. En tant qu'imam de la communauté, il guide les croyants dans leurs prières sincères pour recevoir la miséricorde d'Allah. Sa réputation commence à dépasser les frontières des Hawraba, et bientôt, d'autres tribus désireuses de stabilité politique souhaiteront se joindre à lui par l'allégeance. Durant tout ce temps, l'émissaire d'Haroun al-Rachid avait réussi à se faire oublier au sein des Berbères, et personne ne se doutait de ses manigances. La naïveté générale ne présagea pas ce qui allait advenir. Tout le monde croyait qu'il était venu en paix, mais c'est mal connaître les intentions des Abbasides. La légende populaire raconte que l'émissaire a empoisonné Idriss ibn Abdullah avant de prendre la fuite après son méfait. Rachid, son fidèle compagnon, parta à sa poursuite pour finalement le capturer et le tuer. Idriss qui vécut tant d'épreuves dans sa vie, d'abord une grande partie de sa famille décimée à la bataille de Fakh, puis il connaîtra la solitude en prenant le chemin de l'exil, pourchassé par les soldats abbasides et les brigands. Un périple qui le mènera jusqu'à la tribu Hawraba. La légende nous dit qu'il fondera le premier État musulman dans le Maghreb al-Aqsa en l'an 789. Il aurait régné 3 années durant. Haroun al-Rachid a contre toute vraisemblance réussi à mettre ses plans à exécution. Quelques mois après la mort de leur guide, les Berbères semblent fêter un événement particulier. Serait-ce sa mort qui les réjouit autant? Eh bien non. Un espoir survint lorsque Kenza, l'épouse d'Idriss, mettra au monde un garçon. C'est un coup d'éclat dont se serait passé Haroun al-Rachid. Cet enfant portera le nom de son père, Idriss, et il est en sécurité chez les Hawraba qui voient en lui un espoir futur pour unifier toutes les tribus. Sa mère, Kenza, restera auprès de lui toute son enfance et elle aura un double rôle, celui d'être mère mais aussi d'être le père qu'il ne connaîtra jamais. Son enfance est des plus épanouies et il ne songe pas que sur lui repose tant d'espérance. Les années passent et le jeune homme grandit. À défaut d'avoir une figure paternelle à imiter, il est guidé dans son apprentissage par l'ami de son père Rachid, qui a pris le titre de régent en attente de sa majorité. La légende populaire affirme que les Abbasides avaient propagé la nouvelle selon laquelle Idriss ibn Idriss serait en réalité le fils de Rachid. Et toujours selon elle, les Berbères n'auraient fait que peu cas de cette rumeur. À sa majorité, il prend le pouvoir et reçoit par conséquent l'allégeance des tribus fidèles à son père, mais il a des ambitions expansionnistes. Il entre en campagne contre tous les États voisins qui lui résistent. Ces expéditions le mèneront contre quelques tribus qui préfèrent lui faire allégeance sans combattre, mais vers la côte atlantique, il aura fort à faire contre les Bergwata, tandis qu'à l'est, les Arlabides lui font face. Après quelques années de campagne mitigée, alliant victoire et défaite, il finit par revenir auprès des siens, faisant la fierté de sa mère Kenza, qui voyait déjà en lui tout petit ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est durant ce règne partagé entre la régence de Rachid et les pères et fils Idriss qu'une ville nouvelle verra le jour, Fès, une ville qui connaîtra une très grande destinée dans l'histoire
avec un grand nombre d'œuvres monumentales qui lui seront attribuées par ses spécialistes, aussi bien techniques que intellectuelles, mais elle connaîtra aussi des périodes de profonds troubles qui l'affaibliront. Cette première partie de l'histoire est celle qui nous a été rapportée par des sources tardives, dont l'objectif n'était pas la vérité des faits. Ils ont fait le choix de la fabrication d'un récit pour plaire à un pouvoir politique qui a l'intention de s'en servir pour ses propres intérêts. Nous allons maintenant écouter deux historiens du Maghreb qui nous proposent une lecture critique des sources. عندما وصل الأدارسة إلى المغرب كانت شمال إفريقيا كانوا فيها تيارات مختلفة. التيار الأول وهو برغواطة. ربما دوز واحد 4 شهور أو 5 شهور قرب وليلي. حد الآن السكان نتاع وليلي حتى الرعاة عارفين هاد الأسطورة اللي كتقول أن إدريس كان مخبع في واحد الغار قبل ما يتقبل من قبل إسحاق بن عبد الحميد الأورقي، ولكن من بعد هذه توقع البيعة وهما ربما كانوا خوارج ربما. وفي نفس الوقت اللي ساعدوا بزاف هي أن هاد قبيلة أورابا كان عندها واحد العدوان تاريخي ضد الإمبراطوريات المشرقية. وفي نفس الوقت إدريس حتى هو جاي هارب من العباسيين باغيين يقتلوه. إذن ولا بد أن هاد العدو اللي عندهم بجوج نفس العدو ساعد لهذا التحالف ما بين الأورابا وما بين إدريس ابن عبد الله وراشد. أول ما قام به هو أنه حاول أن ينظم نوعا من الإدارة، حاول أن يرتب جيشه من القبائل البربرية ومن بعض العرب الذين رافقوه. وهذه وقعوا حروب بطبيعة الحال مع الأمازيغ في الشمال في الريف. وفي هذه الفترة طبعا زوجه رئيس قبيلة أوربا، زوجه بعض المصادر تقول بابنته وبعض المصادر تقول بجارية. زوجه إذن بامرأة تحمل اسم كنزة، وهذه المرأة ستلعب دورا أساسيا في الدولة الإدريسية. أول كاتب يتكلم عن كنزة وهو أول من يسمي ابن فقيه الهمداني يسميها كنز، لا يسميها كنزة، يسميها كنز. والاسم ربما ذو أصل أمازيغي. قصة كنزة هي قصة معضلة أسطوغرافية. المصادر القرون الوسطى تقول أن كنزة كانت إحدى جواري إدريس ابن عبد الله، ولكن في نفس الوقت في المشرق هارون الرشيد مع الوزير نتاعو الفضل ابن يحيى البرمكي كانوا كيحاولوا يآمروا ضد إدريس، شي مؤامرات ضد إدريس باش يقتلوه، باش يحاولوا يسموه. هذه صيفطوا واحد سميتو الشماخ سليمان ابن جرير، وهذه خلصوه واحد 10,000 درهم تاع ذاك الوقت هارون الرشيد الفضل ابن يحيى البرمكي باش يمشي حتى المغرب، من المشرق حتى المغرب في ذاك الوقت باش يحاول يقنع إدريس أنه معاه. إذا هذيك السبت الثقة نتاعو سليمان ابن جرير في وليلي، وهذه استطاعت أن يسمم إدريس بن عبد الله هو قبل ما يدخل الحمام نتاعو، والحمام نتاعو مازال عندنا في وليلي في المدينة الإسلامية اللي حدا المدينة الرومانية في وليلي. ومباشرة بعد هذا أن يسم هذه هرب سليمان ابن جرير، وشكون اللي هذه تابعه؟ راشد. وعندما توفي إدريس الأول خطب في الناس وقال لهم: توفي إدريس بن عبد الله وترك زوجة حامل ب7 أشهر، وإن كان ولدا فسنرعاه ونحتضنه حتى يصبح قادرا على أن يحكم. وبطبيعة الحال هادي ياخذ هو اللي هادي يحكم مباشرة بعد الموت نتاع إدريس، وإسحاق بن عبد الحميد الأورابي وأورابا هادي تقبل هذا الحكم نتاع راشد. هذه الفترة فترة حكم الرشيد فترة خامدة في تاريخ المغرب وفي تاريخ مدينة فاس. طبعا هناك بعض الحملات العسكرية
هناك الحديث على أن راشد هذا تبع أولئك الذين قتلوا المولى إدريس إلى حدود إلى أن قتل هو بنفسه فيما بعد. على كل حال تاريخ هذه الفترة غامض، وغامض ربما كاين سبب هناك. هذا الغموض هي أنه لا تريد المصادر أن تؤكد على شخص لا ينتمي إلى الأسرة الإدريسية. الكثير من المصادر تقول لنا أن كنزة كانت تحاول إحضار جميع وجبات ابنها إدريس الثاني منذ طفولته، لأن إدريس ابن عبد الله مات مسموما، راشد مات مسموما هو أيضا، إذا كانت خائفة عليه. كانت بالفعل الإمام، يمكن أن نقول السلطان، رغم أن في جميع النقود التي نحتفظ بها سواء في باريس أو بالرباط جميع النقود باسم إدريس، لدينا إمام إدريس. إذن الإمام ليس ملك، ليس سلطان، ليس خليفة. التقليد التاريخي للقرطاس يقول أنه هو الذي أرسل قائدا له ليبحث عن موقع يشيد فيه مدينة جديدة. لماذا في الحقيقة فكر في مدينة جديدة؟ الجو أصبح مشحون وولينا كنلمسو توتر كبير حتى في المساجد، لدرجة أن العرب والأمازيغ صبحوا كيتجنبوا بعضياتهم. هذا الانسجام اللي حصل ما بين إدريس الثاني والجنود اللي جاو من القيروان خلق توتر في علاقته مع الأمازيغ اللي كانوا كيلوموه على تفضيل هاد الوافدين العرب عليهم. ولدي ربيناه كغريب في وسطنا الأمازيغي، والانسجام ديالو مع العرب الوافدين من القيروان خلاه ينحاز ليهم ويهمل الأمازيغ. الإعدام ديال إسحاق بن محمد اللي كان هو الحاكم ديال قبيلة أورابة سبب إزعاج كبير لكل الأمازيغ. إدريس الثاني كان كيتهم إسحاق باللي هو كان كيتفق سريا مع القيروان باش يحيدوه من العرش. ولدي إدريس الثاني اللي عمره غير 17 عام قدر يسترجع النفوذ والسلطة من بعد ما نجح في إقناع المناصرين ديالو باش يجدوا ليه البيعة. احنا الآن في سنة 828، إمام الأدارسة الثاني تقتل. ولدي الرجال اللي كانوا في صفي كلهم ماتوا، كنحس بالوحدانية. أنا دابا قدام واحد القرار صعيب، واش نوزع الأراضي اللي فتحناها على حفادي؟ كنظن باللي هذه أحسن طريقة ديال الحكم حيت المسافة بين الأقاليم كانت بعيدة. لازم كل واحد يفهم باللي حنا الأدارسة كنا ديما من رجال الدين السباقين اللي كان الواجب الرئيسي ديالهم هو ينشروا الإسلام في غرب المغرب. لكن قرار بحال هذا مني كيخص الرجال والسلطة النتيجة كتكون مواجهات عنيفة. هذا اللي وقع بين حفادي. ملي كنشوف السلالة ديالي كيطاحنوا بيناتهم كنسأل نفسي واش فعلا الإسلام وصل عندنا؟ Les sources fabriquées racontent une histoire idyllique de l'arrivée des Idrissides. En effet, elles insistent sur l'argument de l'islamisation pour justifier l'attitude hostile des Idrissides vis-à-vis de leurs voisins afin d'étendre leurs frontières. Mais les historiens affirment cependant que des États musulmans existaient déjà sur le territoire comme l'État de Sijil Massa. Ces sources ont forgé l'information selon laquelle Idriss ibn Abdullah avait été marié à la fille du chef des Hawraba. Cela leur a permis de construire la légende d'un vivre ensemble entre la population arabe et berbère. Nous savons qu'en réalité, une guerre intestine se déroulait dans l'entourage du guide entre ces deux camps, et cela mènera à l'assassinat des 3 fondateurs idrissides. Nous savons désormais que Volubilis n'était pas la destination première d'Idriss ibn Abdullah. Nous apprenons qu'il a essayé à plusieurs reprises en parfait opportuniste de faire valoir son ascendance prophétique auprès des Berbères, afin de les soumettre à son pouvoir. Avec l'appui de certaines tribus, il fera une tentative de coup d'état contre les Rostomés de Tahir, mais son entreprise sera vouée à l'échec. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il s'installe définitivement auprès des Hawraba. La plus grande découverte de ces dernières années, ce sont des pièces de bronze frappées par un certain Rachid ibn Qadim. Une étude historique attribue ces monnaies au régent Rachid. Elles ont été frappées à Volubilis et à Tahirt, la capitale des Rostomides. La prise de la capitale Rostomide par Rachid remet en cause toutes les sources qui minimisent son règne.
Il nous apparaît désormais qu'il avait un pouvoir militaire de plus en plus important, inquiétant à la fois les Abbasides, mais peut-être aussi son entourage idrisside. C'est d'ailleurs l'un de ses proches qui le fera empoisonner. L'historien andalou Ibn Hayyan ira jusqu'à écrire qu'un accord de paix fut conclu entre l'empereur des Francs Charlemagne et Al-Hakam l'Omeyyade, car le roi des Francs aurait eu peur d'une probable alliance entre les Idrissides et les Omeyyades contre les chrétiens. En ayant connaissance de tous ces faits, il n'est pas du tout invraisemblable de considérer que Rachid ait voulu construire une ville à la mesure de son pouvoir. Serait-il le véritable fondateur de la ville de Fès? Idriss ibn Abdullah a été choisi par certains berbères pour être leur guide. Ces derniers pensaient naïvement qu'un descendant du prophète possédait le don d'empêcher les dissensions tribales. Mais il n'en sera rien. Les 3 fondateurs idrissides ont été assassinés, tout comme avant eux, les 3 compagnons du prophète devenus califes. Les descendants du prophète n'empêcheront pas la fitna, bien au contraire. Les petits-fils de Kenza sèmeront le désordre dans tout le Maghreb al-Aqsa. L'islamisation des idrissides n'est rien d'autre qu'une fabrication historique. En réalité, seul le désir du pouvoir les a guidés, ou plutôt les a aveuglés.